Les services publics, pour beaucoup, sont au bord du gouffre. La Startup Nation, telle que promue par Emmanuel Macron, est en fait bâtie sur un mythe. Qu'est-ce que l'État sait encore faire réellement? Il a saboté sa propre administration et ses propres courroies de transmission, et qui était capable de construire 50 réacteurs nucléaires en 10 ans, alors qu'aujourd'hui on n'arrive plus à en faire un en 20 ans. On a confondu, si vous voulez, efficacité et rentabilité. La tarification à l'acte est l'une des raisons qui a saboté en fait la psychiatrie française. Effectivement, un policier qui me dit on ne nous demande plus de protéger nos citoyens, mais de soigner les chiffres du ministre. On peut quand même défendre un certain nombre de choses, y compris dans le cadre actuel, et arrêter d'utiliser l'Europe comme un alibi pour nos propres renoncements. Derrière ce démantèlement-là, on a eu en fait un mensonge global sur ce qu'est un État. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des pénuries dans tous les services publics en feignant de ne pas comprendre pourquoi. Après la privatisation des entreprises publiques et les services publics, Emmanuel Macron s'est attaqué qu'au dernier étage de la fusée, qui est la haute fonction publique. On lui a dit, mais vous n'allez pas défendre Alcatel, et il répond, il faut sortir de cette vision romantique qui consistera à dire parce que c'est une entreprise française, il faut la défendre. Bonjour Monsieur Hédé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes essayiste, vous avez fait des études de philosophie par ailleurs, philosophie politique notamment, et vous venez nous parler de ce livre qui vient de sortir, qui est votre deuxième ouvrage je crois, La destruction de l'État. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup à Front Populaire évidemment. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce livre? Pourquoi ce deuxième ouvrage? Je pense que, disons que j'ai voulu faire un peu un bilan des différentes promesses qu'on nous a faites depuis les années 1990, au moment où on s'est dit qu'il fallait en fait moderniser le système français pour plus d'efficacité et une réduction des coûts. Et il y a eu tout un ensemble d'impératifs qui courent encore jusqu'à aujourd'hui. La privatisation, les externalisations, la soumission des services publics à des impératifs de rentabilité. Et 30 ans plus tard, on se rend compte que non seulement ces tendances n'ont pas tenu leurs promesses, mais en plus, on constate plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les coûts ont augmenté, tandis que l'efficacité de l'État s'est réduite et les services publics, pour beaucoup, sont au bord du gouffre. Et donc, j'ai voulu comprendre comment on en était arrivé là, mais surtout comment ça se fait que ce mouvement se poursuit, alors même que les cris d'alerte dans chaque secteur se multiplient. Et aussi, comment est-ce que l'État, qui n'arrête pas de parler d'attractivité, fait finalement fuir de plus en plus, y compris les talents de ma génération, et y compris ceux qui auraient envie de se mettre à son service. La fuite des cerveaux, on va en parler, j'espère, au cours de cet entretien. C'est vraiment un livre qui est très bon, d'ailleurs, enfin c'est mon point de vue, mais je le dis, sur le New Public Management, en fait. Et c'est une notion qui est assez peu connue, je crois, en tout cas du grand public. C'est que les gens sentent bien qu'il y a des problèmes, que l'État ne fonctionne pas, qu'il y a des problèmes dans les hôpitaux, dans les écoles, ils ont des enfants ou pas, que la police n'a pas de matériel, etc. Enfin, ils sentent que l'État perd un peu les pédales, qu'effectivement, il ne paye pas moins d'impôts, en tout cas, et qu'il y a un dysfonctionnement, mais c'est difficile pour eux, forcément, d'identifier l'idéologie derrière, qui a fait quoi, au nom de quoi, quand, etc. Et c'est vrai que j'aimerais qu'on commence à parler un peu de cette notion de New Public Management, que vous nous expliquiez ce que c'est, d'où ça vient, et pourquoi finalement c'est ça un peu le bulldozer qui a amené à cette situation de délitement qui vous permet aujourd'hui de parler de destruction de l'État. C'est quoi le New Public Management? Déjà, pourquoi c'est un nom un peu, un anglicisme comme ça, et d'où ça vient? Alors c'est effectivement ce mouvement que j'essaie de retracer dans mon livre, parce que comme vous le dites très bien, les gens font le même constat, mais souvent les cris d'alerte sont en silo, c'est-à-dire que les enseignants vont alerter sur le manque de moyens à l'école, les psychiatres sur la destruction de la psychiatrie française. Moi, j'ai essayé de retracer ce mouvement d'ensemble, parce qu'en réalité, il procède effectivement d'une même idéologie, et c'est l'application de cette même idéologie aux différents domaines qui a conduit à leur démantèlement ou à la perte d'efficacité. Le New Public Management, c'est un mouvement donc anglo-saxon, comme son nom l'indique, qui nous vient essentiellement d'Angleterre et des États-Unis, et au tournant des années 1980, sous l'impulsion de Ronald Reagan et Margaret Thatcher, et qui vise à un retrait global de l'État et à la soumission de l'État et des services publics au mode de gestion de l'entreprise privée génératrice de profit. C'est l'idée de l'État comme entreprise. C'est-à-dire que pour que l'État soit plus efficace, il faut désormais le gérer comme une entreprise. Il va falloir soumettre l'école, l'hôpital, la justice à des impératifs chiffrés, la plupart du temps comptables. Et c'est un mouvement qui a pu plaire à une certaine époque, notamment au tournant des années 1990,
parce que l'ancien système avait aussi ses défauts. Et parce qu'il y a eu aussi le repoussoir du modèle soviétique, de la planification soviétique, qui a fait que l'Europe s'est engouffrée dans ce mouvement néolibéral, parfois sans nécessairement y réfléchir, à double titre. Le premier, c'est qu'on a accepté que c'est ce qu'il fallait faire, comme dirait Thatcher, there is no alternative, et que c'était absolument nécessaire d'aller dans ce sens-là. Ce sens résumé bien sûr par Ronald Reagan qui dit l'État n'est pas la solution au problème, l'État est le problème, ajoutant le gouvernement qui gouverne le mieux est celui qui gouverne le moins. Donc ça, c'est les grands principes. Et donc on est allé à fond dans cette direction-là, sans nécessairement tirer de bilan. Quand on tire le bilan 30 ans plus tard, comme je disais, on se rend compte que c'est exactement l'inverse. On se rend aussi compte qu'on s'est un peu fait avoir, parce qu'en fait, on y est allé beaucoup plus dans cette direction-là que les propres promoteurs, c'est-à-dire les États-Unis. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est que l'État est encore présent aux États-Unis, mais c'est simplement dans leur storytelling, dans le narratif qu'ils nous donnent, qu'il est devenu absent. Il y avait cet auteur américain qui parlait donc du début de la création des États-Unis sous les pères fondateurs. Il expliquait qu'il y avait, si vous voulez, un débat entre deux grands pères fondateurs, Hamilton qui était pour une intervention de l'État dans l'économie et Jefferson qui était contre une intervention et pour un retrait de l'État. Et il conclut en disant « Nous sommes devenus hamiltoniens dans les actions et jeffersoniens dans les discours ». Autrement dit, ils ont vendu aux Européens le fait que faites ce que l'on dit et pas ce que l'on fait. On les a suivis, je développe de nombreux exemples dans le livre, et on se retrouve aujourd'hui à avoir fait reculer nos États et donc notre souveraineté, tandis que le leur, mais aussi celui d'autres pays, comme notamment en Asie, sont encore intacts. Oui, c'est un peu ce qu'avait fait, c'est une digression, ça n'a pas grand rapport, mais c'est un peu ce que faisait l'Empire britannique à un moment donné, qui s'est construit en partie sur du protectionnisme et qui a vendu le libre-échange en forçant les marchés, évidemment, avec les guerres de l'opium, etc. C'était vive le libre-échange, nous on a déjà fait notre puissance, il n'y a pas de problème, ouvrez vos marchés, comme ça sera à notre avantage. C'est intéressant ce que vous dites sur les États-Unis, parce que là aussi, les gens ne le savent pas. Les Américains sont très bons pour vendre les trucs chez les autres et puis pour faire autre chose ailleurs. Et vous dites quelque chose d'intéressant sur le mythe Apple, et je vais vous citer. Apple, pour les gens, et pas que Apple d'ailleurs, hein, Mark Zuckerberg, etc., avec Facebook, on a toujours l'impression que c'est l'idéologie un peu Silicon Valley, californienne, le petit génie tout seul on a libéré les énergies, et c'est des individualités qui innovent, etc., et c'est génial pour le marché, alors que l'État, lui, est évidemment très lourd et que c'est très compliqué. Et là, vous citez donc une dame qui s'appelle Mariana Mazzucato, qui dit « Aucune des composantes qui fait de l'iPhone ce qu'il est, c'est-à-dire non un énième gadget, mais une véritable révolution technologique, n'a été le fait d'Apple, mais des investissements publics et des programmes de recherche de l'État. » Fin de citation, et ensuite vous ajoutez « Les écrans tactiles, les microprocesseurs, Internet, le GPS et même Siri sont le fruit de la recherche publique américaine en lien avec les universités d'excellence, des agences étatico-militaires, comme la DARPA, et des investissements de long terme de l'État fédéral. » Donc c'est vrai qu'il y a plus un côté complexe militaro-industriel que Mark Zuckerberg en caleçon dans son garage. Effectivement, c'est, je pense, l'un des exemples les plus frappants. Donc, je cite Mariana Mazzucato, qui est une de ces économistes américaines qui explique ce que les États-Unis font vraiment, dans ce très bon chapitre qui s'appelle d'ailleurs « Ce que l'iPhone doit à l'État », et où elle montre très bien qu'en fait, ce sont les programmes de recherche de long terme avec une véritable intervention de l'État et parfois même des subventions. Hein. Elon Musk peut avoir jusqu'à 4 milliards d'euros de subventions de l'État américain par an pour Tesla, mais aussi pour SpaceX, parce que finalement, il est un fournisseur de l'État américain plus qu'un entrepreneur solitaire de génie. Et donc, ce que j'essaye de montrer, c'est que la Startup Nation, telle que promue par Emmanuel Macron, qui lui dit avoir les États-Unis comme modèle, est en fait bâtie sur un mythe, comme vous dites, le mythe de la libération des énergies. À partir du moment où vous retirez l'État, l'initiative personnelle va commencer à proliférer, alors qu'on se rend très bien compte que le système de la Silicon Valley, hein, qui a été bâti dans les années 1950 par l'État américain, l'armée américaine, mais aussi l'État de Californie, en réponse à la puissance soviétique, ressemble beaucoup plus au complexe militaro-industriel gaulien que nous avions qu'à l'image de l'étudiant seul en t-shirt dans son garage. Et le problème, c'est que, en fait, ils nous ont convaincus
de nous inspirer de l'image de leur succès, mais pas des recettes qui ont conduit à ce succès. Et en fait, la France a perdu sur les deux plans. Parce que la façon dont ça fonctionne, si vous voulez, il y a deux types d'innovation. Si on veut rentrer un peu dans les détails, il y a ce qu'on appelle l'innovation radicale, c'est-à-dire les grands bonds technologiques, et l'innovation architecturale, c'est-à-dire la capacité à prendre ces bons technologiques et à les transformer en biens de consommation pour le grand public. Là où les États-Unis sont très forts, c'est qu'ils ont une bonne complémentarité entre le public et le privé, puisque le public finance sur le long terme ces innovations radicales qui peuvent mettre 20, 30, 40 ans à donner quelque chose. Le Boston Dynamics, par exemple, là, l'exemple des robots dont on voit les vidéos sur Internet, c'est un projet qui a commencé en 1984. Donc, il y a aujourd'hui quasiment 40 ans. Donc, ils ont toute cette avance-là. Et ensuite, ils ont un secteur privé dynamique qui est capable de reprendre ces innovations-là pour les transformer en biens de consommation grand public. Ce qu'on avait en France, c'est que la partie innovation d'État était très puissante en France. On a eu le Concorde, on a eu le Minitel, on a eu le TGV, le tunnel sous la Manche. On était capable d'innovation radicale extrêmement importante. Le premier ordinateur personnel est français. Ce qui manquait en France, c'était un secteur privé de PME, de TI suffisamment dynamique, capable de reprendre ces innovations publics pour les transformer en biens de consommation. Et le problème, c'est qu'on a fait l'inverse. Le secteur privé aujourd'hui n'est pas beaucoup plus dynamique, il est encore monopolisé par quelques grands groupes et des petites startups, mais par contre, on a saboté la jambe publique qui fonctionnait au nom d'un mythe. Et sachant que, effectivement, alors vous le disiez tout à l'heure, la planification, ça faisait peur parce que c'était les rouges, hein, c'était les Russes qui arrivaient avec des couteaux entre les dents, etc. Or, je fais un petit saut parce que ça, vous en parlez à la fin du livre, mais on a entre guillemets plus que jamais besoin de planification dans tout un tas de secteurs. Mais quand on parle aujourd'hui de transition écologique, vous expliquez que ça ne peut pas se faire autrement que par au moins une partie de planification, et que finalement la théorie de l'état minimal à la Reagan, donc il faut le moins d'états possible, c'est un suicide, étant donné les enjeux qui vont être les nôtres prochainement. C'est effectivement le cas. Ça procède déjà d'une certaine naïveté, sans encore parler du plan, qui est lié, si vous voulez, à ce vieil argument libéral que si vous retirez l'État, ça va donner plus de liberté à l'individu. Ça pouvait se débattre encore au XIXe siècle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde globalisé, où il y a beaucoup d'autres puissances, autres que votre État. Il y a des firmes multinationales, il y a des bureaucraties internationales, il y a d'autres États qui peuvent adopter une attitude parfois assez prédatrice par rapport à votre pays. Et donc, si vous retirez votre État aujourd'hui, ça ne va pas donner plus de liberté à l'individu, ça va juste le soumettre à d'autres puissances. Et on le voit très bien dans le cas du secteur bancaire. On s'est dit, on va retirer l'État un peu de la finance en France. Et aujourd'hui, la quantité de papier que vous avez à remplir à la banque a augmenté parce que vous devez en plus remplir ceux du Trésor américain. Donc ça, c'est une première naïveté, si vous voulez, sur le plan de la souveraineté. Mais ensuite, effectivement, sur le plan de l'exécution et de l'efficacité opérationnelle, on avait un État qui était capable de de réaliser des grands projets, notamment, par exemple, je cite l'exemple du ministère de l'Équipement, à qui l'on doit en une vingtaine d'années nos autoroutes, mais aussi nos barrages hydroélectriques, et qui était capable de construire 50 réacteurs nucléaires en 10 ans, alors qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à en faire un en 20 ans. Et c'est cette question-là que j'essaye d'aborder dans le livre, c'est qu'est-ce que l'État sait encore faire réellement? Et en fait, comme il a saboté sa propre administration et ses propres courroies de transmission, on se retrouve aujourd'hui avec des dirigeants qui, si vous voulez, parce qu'ils sont héritiers de l'hyperprésidentialisation de la Ve République, vont donner des grandes directions en espérant que ça suive, mais ça ne suit pas. Derrière, rien ne se fait parce que, en fait, il n'y a plus les compétences pour le faire. C'est les plans de Macron, ça qu'annonce des plans régulièrement. On va y revenir. J'aimerais qu'on prenne, si vous le voulez bien, 3 cas concrets et qui sont souvent les cas qui reviennent dans la bouche des Français. Si vous leur demandez ce qui va mal, ils nous disent à l'hôpital, diagonale du vide, il n'y a plus de médecins nulle part. Dans les hôpitaux, il n'y a pas assez de personnes et ils se trouvent tous en burn-out ou alors à la frontière du burn-out parce qu'ils travaillent le jour et la nuit, le jour et la nuit. L'école, évidemment, pas beaucoup mieux. Et la police, où on a des remontées régulièrement, beaucoup de suicides, des gens qui disent qu'ils doivent payer eux-mêmes leur gilet pare-balles parce qu'il n'y a pas assez il n'y a pas de matériel pour tout le monde, ou alors ils sont trop vieux, etc. Vu que vous avez quand même fait un gros travail de recherche pour arpenter un peu tous ces domaines-là,
Très concrètement, si on prend l'hôpital par exemple, qu'est-ce qui s'est... Alors, vous allez me dire, on pourrait faire une émission sur l'hôpital, une émission sur l'école, une émission sur la police, mais dans les grandes lignes, l'hôpital français, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé globalement? Alors, à chaque fois, évidemment, on a bien compris, c'est nouvelle gestion publique, donc New Public Management. C'est l'hôpital est une entreprise, l'école est une entreprise, la police est une entreprise. L'idéologie, c'est ça. Mais comment ça se traduit concrètement, du coup, l'hôpital On a voulu soumettre l'hôpital à des impératifs de rentabilité déjà, et on a confondu, si vous voulez, efficacité et rentabilité. Le fait que l'hôpital doive être efficace, oui, c'est important. Sauf que l'efficacité se mesure sans doute plutôt en qualité de soins qu'en une quantité chiffrée quelconque. Et il y a l'exemple, bien sûr, de la tarification à l'acte, donc qui a été votée en 2004. Et qui fait que les hôpitaux sont rémunérés en fonction du nombre d'actes qu'ils font. On voit déjà, c'est un petit détail, hein, mais qui montre déjà un peu le problème de perception. Il y a un état d'esprit, oui, tout de suite. Qui est que, en fait, le premier problème, c'est que vous partez du principe qu'il vaut mieux 50 opérations ratées que 10 réussies, puisqu'on tarifie à l'acte indépendamment de la qualité des soins. Le deuxième problème, c'est que ça témoigne d'une méconnaissance assez importante du secteur, puisque si ce qu'est un acte est très clair en chirurgie, ça l'est beaucoup moins clair, par exemple, en psychiatrie. Et la tarification à l'acte est l'une des raisons qui a saboté, en fait, la psychiatrie française. Parce que qu'est-ce que c'est finalement de traiter une dépression lourde? Est-ce que chaque consultation est un acte? Enfin, ce sont des débats qui n'ont même pas véritablement eu lieu, malgré les cris d'alerte des médecins. Et ça, c'est l'autre problème de l'hôpital public, c'est qu'on a eu, comme dans les autres domaines dont vous parlez, une prise de pouvoir de managers génériques sur les experts de chaque domaine. Une prise de pouvoir de personnes rompues à simplement ces analyses financières et quantitatives, qui a pu être à une époque l'image de l'énarque, si vous voulez, inspecteur général des finances, mais finalement il y en a d'autres, hein. Aujourd'hui c'est plutôt les consultants qui se chargent de ce rôle-là, mais il y a eu une prise de pouvoir par ce management intermédiaire sur la réalité de l'activité, qui soumet l'activité à des critères qui ne sont pas les leurs, tout en alourdissant l'État, puisque vous devez payer des administrations supplémentaires, alors que l'activité a de moins en moins de fonds. Et aujourd'hui, l'hôpital, il y a entre 40 et 50% de personnel administratif, ne serait-ce que pour gérer cet alourdissement-là. Parce que quand on s'est rendu compte que la T2A était extrêmement simplificatrice et réductrice par rapport au fait de soigner les patients, plutôt que de la supprimer, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté de nouveaux indicateurs. Et aujourd'hui, vous en avez plus d'une vingtaine, et il y a les médecins qui témoignent en me disant « si je devais tous véritablement les remplir, ça me prendrait entre 4 et 6 heures par jour ». Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a embauché du personnel administratif pour remplir ces indicateurs-là, imposés par l'administration elle-même, et on se retrouve avec des institutions qui tournent un peu en rond et qui ont complètement oublié leur mission initiale. Et donc, si je vous suis bien, si on transpose ça à l'école, par exemple, ça donne... il faut qu'on ait 100% de bacheliers ou des gens qui font des études supérieures. Et pendant ce temps-là, on a plein de secteurs en crise, puisque on n'a formé que des gens pour faire des facs de sociologie, mais par contre, on n'a plus de gens pour faire de travail manuel, etc. Il faut les importer en d'ailleurs. Il y a eu parce que là, c'est quand même dramatique à l'hôpital, hein, quand effectivement on parle de psychiatrie, d'actes de chirurgie, quand on fait n'importe quoi avec les chiffres. À l'école, comment ça se traduit À l'école, ça s'est traduit un peu différemment parce qu'on a un tout petit peu moins soumis l'école au moule de l'entreprise, mais ça s'est plutôt traduit par le fait que le ministère de l'Éducation nationale, aujourd'hui, son principal objet sur lequel il intervient, c'est des statistiques, des chiffres de la communication, et pas l'état réel de l'école. Et ça, c'est le syndrome de cette prise de pouvoir des managers génériques sur chaque domaine, puisque finalement, comme ils savent pas vraiment de quoi ils parlent, comme ils savent pas à quoi est censé servir le bac, qu'est-ce qu'est véritablement une politique éducative, l'orientation, ils vont vous parler sur des réformes globales, des annonces en fait, des effets d'annonce. Je retrace l'histoire du 80% au baccalauréat, donc qui a été décrété en 1985, et là on avait deux façons de faire. Soit on augmente le niveau des lycéens, soit on diminue le niveau du baccalauréat. Je retrace un peu la façon dont on l'a fait, mais disons qu'on a plutôt diminué le niveau du baccalauréat jusqu'à quasiment le supprimer en 2018, et aujourd'hui on atteint 93% de réussite au baccalauréat, parce qu'il y a quasiment plus de baccalauréat, donc ça devient même difficile de l'échouer, et donc vous allez avoir les ministres qui pérorent avec des effets d'annonce, tandis que derrière, l'institution continue à s'effondrer. Et en fait, ce à quoi on assiste, c'est l'abandon d'une politique éducative véritable. L'abandon du fait de vouloir éduquer, ou même que ça soit un débat,
parce que en fait, on ne communique plus que sur ces statistiques-là qui deviennent un écran entre les dirigeants et le réel. Et chez les policiers, on retrouve un peu la tarification à l'acte, c'est-à-dire que là, faut mettre dresser des procès-verbaux, etc. Plus vous en avez fait dans la journée, plus ça a d'intérêt. Oui, On voit même pas intellectuellement, ça n'a aucun sens en fait, mais eux, ils y voient ils y voient c'est plus du parasitisme qu'autre chose, peut-être qu'ils voient même pas le sens eux-mêmes, ils se trouvent des intérêts peut-être financiers, mais c'est ça, hein, dans la police. il y a effectivement un policier qui témoigne et qui me dit on ne demande plus de protéger nos citoyens, mais de soigner les chiffres du ministre. Je pense que c'est l'expression Oui, la je plus pense que simple, tout la est plus dit, claire de effectivement. ce qui se passe. Je cite aussi certains cas absolument délirants, notamment en Bretagne, où il y a un commissariat qui avait reçu une lettre en disant vous n'avez pas fait assez d'interpellations, votre bilan d'activité est insuffisant. Et ils essayaient de répondre en disant mais c'est justement parce qu'on garantit bien la sécurité et donc il n'y a pas eu d'infraction, il n'y a pas eu d'insécurité. Et on se retrouve dans une logique où c'est absolument renversé, c'est-à-dire que comme on a voulu faire comme dans l'entreprise privée, on a voulu indexer les primes de certaines personnes dans la hiérarchie au nombre d'interpellations, ils se retrouvent quasiment dans leur intérêt à ce qu'il y ait de nombreuses interpellations. Et il y a eu un autre effet absolument délétère de cette politique du chiffre, c'est le renoncement au long terme. C'est le cas en politique, par rapport à la pure communication, c'est le cas pour la police aussi. On l'a vu au moment où Gérald Darmanin a voulu appliquer à la police judiciaire cette politique du chiffre, où ils ont expliqué que, en fait, à partir du moment où on considère comme un seul acte le fait d'arrêter un petit dealer qui a du cannabis ou le fait de démanteler un grand réseau de trafic de drogue, finalement, on va plutôt faire le premier puisque le second n'est pas suffisamment valorisé. Et donc, on a un triomphe du court-termisme et des coups de com' sur le véritable travail de long terme, au détriment des citoyens, mais au détriment aussi des policiers et plus généralement des fonctionnaires qui exercent leur métier, parce qu'ils perdent le sens de leur métier derrière et ne comprennent plus vraiment ce qu'ils font. Et si je peux rajouter, puisque vous avez cité l'école, l'hôpital, la police, il y a aussi la justice dont je parle dans mon livre. Derrière ce démantèlement-là, on a eu en fait un mensonge global sur ce qu'est un État. On a vendu aux Français le fait que l'État, c'était simplement des formalités administratives et que les fonctionnaires, c'était simplement l'image d'Épinal de quelqu'un qui travaille de 10h à midi et de 14h à 16h sur des dossiers qu'on ne comprend pas. Alors qu'en réalité, les fonctionnaires, c'est les enseignants, c'est les policiers, c'est les magistrats, c'est les infirmiers. Et ce sont ces fonctionnaires-là qui ont été touchés par ce mouvement. Quand on dit on va supprimer 150 000 fonctionnaires, c'est eux qui sont touchés avant tout. Parce que, et c'est ce que Nicolas Sarkozy avait fait à partir de 2007 avec la RGPP, il n'a pas supprimé là où c'était nécessaire, après une certaine analyse sur les inefficacités, il a supprimé là où c'était le plus facile politiquement. Donc il s'est attaqué aux diplomates, puisque de toute façon ils ne vont rien dire, il s'est attaqué aux ingénieurs d'État, il s'est attaqué aux enseignants, après s'être assuré de leur donner une mauvaise image auprès de l'opinion publique. Et aujourd'hui on se retrouve avec des pénuries dans tous les services publics, en feignant de ne pas comprendre pourquoi. Alors justement, vous avez parlé de la RGPP de Sarkozy. Je voudrais justement que vous puissiez nous retracer un petit peu comment ça s'est fait tout ça. Vous parlez de la réforme, enfin vous parlez, c'est pas vous qui avez inventé évidemment la formule, mais on parle de réforme de l'État depuis longtemps, parce que tout est dit dans la formule, il faut réformer l'État, c'est-à-dire que l'État c'est l'État obèse, c'est-à-dire qu'il y a trop de fonctionnaires, tout ça, c'est une bureaucratie, ça sent encore l'Union soviétique, et donc il faut fluidifier tout ça, c'est comme quand la flexi-sécurité, etc. C'est comme avec le code du travail, qu'il faut flexibiliser le plus possible pour que il puisse y avoir des chauffeurs Uber à tous les coins de rue. Comment ça s'est organisé cette réforme de l'État, sachant que, vous le dites, je crois, dès le départ, 86, l'idée de base, et ce que vous disiez en introduction, c'est moins de coûts, plus d'efficacité. Ça, c'était la promesse de base. C'est trop lent, donc c'est pas assez efficace, et ça coûte trop cher. Donc il faut sur ces deux leviers-là, il faut qu'on agisse. On va faire une réforme de l'État, ça va prendre du temps, mais à la fin, ça sera plus efficace et moins cher. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, et c'est finalement tout ce que vous démontrez assez brillamment, je dois dire, dans ce livre, c'est que ça n'a absolument pas marché, que c'est pire qu'avant, donc que c'est moins efficace et que ça coûte plus cher. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Donc 86, c'est Chirac, c'est ça? Ça part de là. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu les grandes étapes?
Alors, je dirais peut-être même un tout petit peu avant, hein, avec Mitterrand à partir du tournant de 83. C'était les prémices, si vous voulez, de cette imposition d'une logique purement managériale à l'État, qui a coïncidé en fait avec des mutations au sein des grandes écoles, mais aussi de la haute fonction publique française, que je reprends dans mon livre, avec la montée en pouvoir des énarques, qui viennent remplacer en fait les grands corps d'experts et le tournant généraliste de certains grands corps d'État, notamment des corps d'ingénieurs hein, comme le corps des mines, qui se sont engouffrés dans cette logique de gestion par les chiffres. Et donc c'est cette caste-là, un tout petit peu en dessous du pouvoir politique, qui a poursuivi avec une constance absolument remarquable cette politique de réforme de l'État, indépendamment des alternances politiques, qui finalement étaient essentiellement donc des alternances de façade. Ça a pu commencer en 1983. En 1986, il y a eu les privatisations dont je retrace l'histoire. Elles se sont faites en 3 temps. D'abord celle de 86, qui était la réaction à 83, aux nationalisations de 81. Puis ensuite celle des années 2000, où le mouvement s'est accéléré. Et enfin, sous Emmanuel Macron, où on est allé jusqu'à privatiser des infrastructures publiques, hein, comme les aéroports ou les hôpitaux. Et aujourd'hui même un peu de patrimoine public. Hein. Donc là, on vend on racle les fonds de tiroir, on vend les derniers bijoux de famille, exactement. Donc, il y a eu les privatisations sous Chirac et sous Jospin. L'attaque frontale contre les services publics et contre l'administration déconcentrée de l'État, c'est à partir de 2007, sous Nicolas Sarkozy, qui a marqué aussi, si vous voulez, un pas supplémentaire dans le fait qu'on assume, qu'on imite le modèle américain, ou en tout cas l'image qu'on s'en fait, l'américanisation de la France. Et ensuite, Emmanuel Macron s'est attaqué, après la privatisation des entreprises publiques et les services publics, au dernier étage de la fusée, qui est la haute fonction publique. Avec la décision notamment de supprimer les corps préfectoraux et le corps diplomatique. Et si vous voulez, c'est avec Emmanuel Macron que ce mouvement-là a révélé en fait son absurdité et son inefficience. Parce que quand vous touchez au service public, ça a l'air encore complexe. Hein, il y a beaucoup de débats, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Quand vous avez un président qui détruit sa propre administration, et notamment des institutions bicentenaires sur lesquelles le pays, mais aussi le pouvoir du chef d'État s'était bâti, là on commence à se poser des questions, et c'est un peu cet étonnement-là, si vous voulez, est un peu le point de départ de mon livre. Oui, mais c'est vraiment une attaque contre contre l'histoire de France. Les préfets, ça date pas d'aujourd'hui. Les diplomates, on a quand même eu une grande tradition. C'est Hubert Védrine qui me disait ça il y a pas longtemps. Très très grande. Alors on a encore un peu un réseau et on est un peu respecté sur le plan de la diplomatie, un petit peu. Mais c'est vrai que les préfets et la diplomatie, on touche à ce qu'a fait la grandeur à l'international, enfin en interne avec les préfets à l'international de la France. Vous disiez un truc intéressant sur Chirac-Jospin, enfin du moins ce dont on prend conscience en vous lisant, même si nos auditeurs je pense sans doute un petit peu, c'est qu'en fait le clivage gauche-droite marche pas tellement dans cette affaire-là. C'est-à-dire que historiquement, on se dit la gauche est plutôt étatiste et la droite plutôt libérale. En réalité, le tournant libéral, Mitterrand, parce qu'effectivement, vous disiez en 80, il y avait des nationalisations. C'est sûr qu'à l'époque, le premier programme de Mitterrand en 80, c'est l'abolition du capitalisme, quoi. Donc là, on est vraiment chez les socialistes. À 83, ça a complètement disparu. Effectivement, conversion au néolibéralisme. On se rend compte que les privatisations, c'est pas un truc de droite, c'est aussi un truc de gauche, et que la destruction de l'État, c'est autant un truc de droite qu'un truc de gauche. Il y a quand même et ça participe aussi sans doute, enfin je parle sous votre contrôle, mais de la grande méfiance qu'ont une partie des Français, et une bonne partie des Français, de la classe politique, quelle que soit un peu sa couleur, c'est-à-dire que gauche-droite, 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 ils vont nous enfumer un peu pareil, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que il n'y a pas de... C'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet. Vous qui avez fait une enquête sur le sujet, est-ce que c'est le cas? Effectivement, c'est ce qu'on peut appeler, sans vouloir faire un peu pédant, mais le technobureaucratisme, c'est-à-dire une bureaucratisation de la politique qui a été mise en place par des technocrates qui étaient, comme je disais, juste en dessous du pouvoir politique et qui ont en fait tenu
voire verrouillé parfois ces institutions pendant 30, 40 ans, et qui ont produit en réalité la même politique, quelles que soient les alternances. Et même quand vous votez contre, bien sûr, on l'a vu par exemple lors du référendum européen de 2005, mais disons que ça va de toute manière passer, que vous le vouliez ou non. Et j'essaye d'expliquer dans mon livre, en rentrant un peu dans ces cercles de pouvoir-là, comment ces processus de décision se font en amont de la décision ou du vote public. Et en fait, donc vous avez en France, quand Charles de Gaulle a créé l'ENA, mais aussi quand il s'est appuyé sur les grands corps d'État, il y avait derrière une véritable vision politique, notamment au service de l'État. Et aujourd'hui, on assiste à une crise de ces corps, ce qui ne signifie pas qu'ils ont moins de pouvoir, mais ce qui signifie au contraire que, comme le pouvoir politique ne les tient plus en bride, voire pire encore, comme ils ont pris le pouvoir politique, puisque Emmanuel Macron et tous ses conseillers en viennent, ils ont cette même vision en fait de la politique qui est simplement une technique et du fait qu'il n'y a pas d'alternative possible, quoi que pense la population. Et comme ce sont des petits milieux, ils sont plus vulnérables en fait aux effets de mode idéologiques, et notamment celui des années 1990 qui a expliqué qu'il faut un retrait de l'État. Et aujourd'hui, on assiste quand même à un mouvement assez inquiétant, puisque alors même que les promoteurs de ce mouvement-là, notamment les États-Unis, sont en train de revenir en arrière par rapport aux défis dont on parlait, mais aussi à la menace chinoise notamment, nous, on continue à s'y engager, puisque c'est maintenant qu'arrive au pouvoir la génération formée dans les années 1990 et qui nous vendent en fait un avenir démodé. Et cette idéologie-là, en fait, on voit très bien qu'elle a été évidemment, comment dire, derrière, elle a été portée par des hauts fonctionnaires du PS, de l'UMP, du centre, mais aussi de différentes formations politiques. Et ça a pu conduire les Français à cette impression en partie juste, effectivement, que pendant 30 ans, c'est à peu près la même politique qui a été suivie, avec en plus une impunité totale par rapport à ce qu'ont fait en fait certains de ces hauts fonctionnaires, ou en tout cas une frange d'entre eux. Je le retrace dans le livre avec les grandes faillites industrielles, comme Alcatel, comme Areva, comme Péchinet, comme Alstom. Par exemple, le président de l'Agence des participations de l'État, en 2014, qui avait la charge d'Alstom, c'était un haut fonctionnaire. Il a permis à une banque américaine, Merrill Lynch, d'être sur le dossier. Merrill Lynch a pu gagner plusieurs millions grâce à cette affaire. Et juste ensuite, il a été recruté par Merrill Lynch. Et je cite cette interview assez géniale qu'elle lui a fait Le Monde une fois qu'il est passé l'Agence des participations de l'État à cette banque américaine. Ils ont dit « Pourquoi vous avez fait ça ?» Et il dit « Pour gagner de l'argent. J'avais 53 ans, il était temps que je commence à penser à mon avenir. » Et il ne s'est rien passé, il a juste pu le dire comme ça. Et donc en fait, on a eu... c'est là où je parle du fait que le pouvoir a été verrouillé. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie... c'est même pas une impunité, en fait. Je pense que c'était simplement le fait que tout le monde autour pensait pareil, et qu'il y a eu une véritable homogénéisation en même temps qu'une privatisation au sommet du pouvoir, ce qui a pu aussi conduire Emmanuel Macron l'année d'après au sujet d'Alcatel, justement. On lui a dit « mais vous n'allez pas défendre Alcatel », et il répond « il faut sortir de cette vision romantique qui consisterait à dire parce que c'est une entreprise française, il faut la défendre ». Et là, à nouveau, tout le monde trouve ça normal, alors qu'officiellement, on devait être sous la gauche, il me semble, comme d'ailleurs au moment de la vente d'Alstom. Et on commence simplement à se réveiller aujourd'hui de ce long sommeil dogmatique, parce que le pays est, dans certains domaines, au bord du gouffre, parce qu'on se rend compte que les autres pays et les autres puissances ne nous ont pas attendus, parce qu'il y a un retour du tragique dans l'histoire, et aussi parce que le Front National est aux portes du pouvoir, et on commence peut-être à se demander pourquoi. Là, on est clairement dans ce qu'ils appellent le millefeuille administratif, et la bureaucratie là, qui critique toute la journée. Celui qui a les moyens ne veut plus agir, et celui qui peut agir n'a pas les moyens de le faire. Et donc vous avez quelques cercles restreints à Paris qui décident, et derrière plus personne poursuit. Quand vous n'avez pas le courage de dire à votre entreprise « je vais virer 40% de mes employés », vous amenez McKinsey. Le principal problème des cabinets de conseil, c'est qu'il entérine la défaite des experts véritables et le triomphe de ces managers génériques qui savent gérer des chiffres et donc qui pensent qu'ils peuvent parler sur absolument tous les domaines. Et on a véritable francophobie
on pourrait dire, au sein d'une certaine élite qui aime à se percevoir comme une élite uniquement globalisée. L'Union européenne n'a pas une force coercitive. Si on dit non, ils ne peuvent pas nous l'imposer. On peut quand même défendre certain nombre de choses, y compris dans le cadre actuel, et arrêter d'utiliser l'Europe comme un alibi pour nos propres renoncements. En France, on a cette chance que l'État ait plus à ranimer qu'à reconstruire de zéro. Le Royaume-Uni, c'est beaucoup plus désindustrialisé que nous. Aujourd'hui, il reste essentiellement Londres qui est une place financière, et sinon c'est un désert. Nous, on a encore des grands groupes, on a encore des industries, on a encore un certain savoir-faire.